Hi everybody and welcome to the BMS podcast. We all have different perspectives on health, disease and illness that are all shaped by our socio-cultural environment. The aim of this podcast is to raise awareness on different socio-cultural belief systems toward health and promote culturally sensitive approaches in our Western secular environment. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de BMS. Je suis très heureux parce que c'est le premier que je vais faire en français et je suis très heureux de pouvoir le faire également avec un confrère et ami, Monsieur Cyril Clouzot. Salut Cyril. Salut Raphaël, je suis aussi ravi que ça soit en français. Ah, super. Je te vois derrière des montagnes. C'est là où tu habites? Non, c'est une petite pause en altitude. Il m'a semblé que c'était bien de prendre un peu de hauteur avec sa pratique pour pouvoir discuter avec toi. Avec grand plaisir. Et ben, de la hauteur, il va en falloir puisque le sujet que nous allons aborder aujourd'hui va traiter de la philosophie ou de la philosophie en santé. Et il y a plein de choses qui, en tout cas pour moi, ne sont pas très claires. Avec les formations anglo-saxonnes, ce n'est pas des choses qui sont vraiment développées dans notre formation. Dans les autres formations en santé, ce n'est pas forcément quelque chose qui est développé. J'ai l'impression qu'en France, pour l'enseignement de l'ostéopathie, c'est assez développé. Donc, j'aurais aimé vraiment souhaiter avoir un maximum d'informations, des définitions, à quoi ça sert, est-ce que ça peut aider à titre personnel, à titre professionnel, au niveau individuel, au niveau de groupe. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est le parcours de Cyril, qui est assez multidisciplinaire, avec une base autour de l'ostéopathie. Et puis, on va essayer effectivement de faire en sorte que cette discussion puisse toucher un maximum de personnes, pas forcément des ostéopathes, mais voilà un petit peu le programme de ce podcast. Alors peut-être que le plus simple, c'est d'abord de laisser te présenter, Cyril. Qui Oui. es-tu et que fais-tu? Alors, Cyril Clouzot, je suis ostéopathe à Lyon depuis 2001. Officiellement depuis 2002 comme tous les ostéopathes en France, mais j'ai commencé un petit peu avant dans le milieu sportif et je me suis installé en cabinet à Lyon en exerçant une activité, je dirais, pas exclusive au sens temps plein au cabinet, car j'ai toujours eu une charge de cours dans différentes structures d'enseignement de santé et il m'a semblé justement que par rapport à ma formation d'ostéopathe post-bac, je n'avais pas tous les éléments pour être je crois, légitime dans certains enseignements et donc je me suis formé à côté dans des DU ou des formations de type universitaire master pour, je dirais, compléter, mais aussi compléter mon statut de praticien en cherchant à découvrir comment aider l'humain à se soigner. Donc, mon parcours est d'être diplômé d'une école d'ostéopathie de Lyon, ISO Lyon en 2001. Ensuite, j'ai fait une formation à Paris sur la psychologie et psychopathologie de la douleur, ce qui m'a permis d'avoir dans une promo, on va dire d'une vingtaine, des algologues, des rhumatologues et d'avoir une vision anthropologique de la santé, du médicament et de commencer à réfléchir un petit peu plus largement que dans les modèles que mon école ostéopathique m'avait fournis. Et puis d'établir des liens transversaux avec des disciplines qui sont centrées sur la douleur et le patient. Donc ça devait être en 2005. Et puis en 2007, j'ai été accepté dans un master donc à Lyon 3, Université Lyon 3, qui s'appelle Culture et Santé, qui avait des parcours différents, mais un parcours éthique et puis un parcours sur les approches anthropologiques des différentes santé, des différentes conceptions de la santé. Et moi, j'avais pris la branche philosophique, et c'est peut-être ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est d'oser dire comment quelqu'un qui n'est pas philosophe a pu prendre un parcours philosophique en retrouvant justement des étudiants de la branche philosophie première, licence philo, je dirais pure. Et l'intérêt de ce master était de mixer des praticiens de santé
médecins, ostéopathes, et des étudiants en philosophie pour qu'il y ait cette richesse de la différence et du coup de donner des échanges qui étaient vraiment féconds. Et c'est à peu près le parcours intéressant à signaler. Bravo, merci pour tout ce cheminement. Juste avant de plonger directement sur le thème de ce podcast sur la philosophie en santé, voilà un petit peu le lien aussi qui a été fait avec tout le travail qu'on fait avec BMS Formation, puisque tu as parlé d'anthropologie de la douleur. Et nous, notre travail principalement, c'est d'essayer d'éclairer ici dans notre monde occidental l'héritage, en tout cas pour ce qui est de l'ostéopathie, l'héritage qui est issu des médecines traditionnelles autochtones, où il y a une conception du corps, une conception de la santé, une conception de la maladie qui est complètement différente de celle qui est du monde occidental dominant. Et voilà, les pratiques sont en train d'être un petit peu se confronter, et avec malheureusement beaucoup de publications récentes de certains groupes en ostéopathie qui confondent médecine traditionnelle autochtone et pseudosciences parce que ça ne rentre pas dans les cadres d'évaluation des sciences biomédicales occidentales. Donc, peut-être à titre personnel, est-ce que vous aviez étudié des groupes de population spécifiques pour ce qui est de l'anthropologie, ou c'était quelque chose d'assez général? Comment ça se passe en fait des études sur l'anthropologie Alors, de la douleur? il y avait, je citerai 3 exemples qui illustrent. Le premier qui était centré sur l'approche biologique et pharmaceutique avec justement l'anthropologie et le rôle-fonction du médicament au sens gélule. Et puis, les 2 autres exemples culturels, non pas plus riches, mais en tout cas différents et du coup qui permettent de mesurer un écart et d'y placer une réflexion, c'était une médecine chez les Pygmées, je ne sais plus quelle tribu, et une médecine traditionnelle plutôt de Centrafrique, où ce que j'ai retenu, c'était le rôle du sorcier dans un village, et sachant que les villages étaient composés de plusieurs termes que nous ne connaissons pas, sorcier, féticheur, guérisseur, et donc il y avait cette je dirais, culture de la transe dans le soin, et qui a convoqué chez nous des réflexions autour de cet état, je dirais, peut-être de conscience modifiée, comme participant à un soin qui convoque une anthropologie du corps, c'est-à-dire le corps n'est pas que le corps physique, mais un corps qui va bien au-delà de sa dimension physique. Et ces autres dimensions n'excluent ni ne réduisent le corps physique, c'est un tout. Et encore plus après avec des notions, je dirais, d'esprit de la forêt, de poro, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais c'était des notions je dirais, qui permettaient de concevoir un modèle beaucoup plus, quand je dis large, c'est complet. Et ça commençait à résonner pour moi avec ma notion de globalité qui pour l'instant n'avait pas encore beaucoup de sens. Donc, c'est des étapes culturelles importantes qui étaient quand même essentiellement centrées sur l'Afrique et l'Afrique noire ou Centrafrique. Super. Et là, le lien, il est fait avec l'ostéopathie parce que dans nos différentes publications, on a pu montrer, justement avec le travail qu'on a fait avec un anthropologue, docteur David Dupuis, sur ce double héritage en fait de médecine traditionnelle amérindienne et de médecine occidentale de l'époque, de la fin du 19e siècle, avec Andrew Taylor Still, avec ce qu'on retrouve un petit peu cette dualité ce qui était considéré comme une dualité, et ce que nous, on a essayé de regrouper avec des approches thérapeutiques qui sont différentes en ostéopathie, qui sont décrites, et qu'on a essayé de regrouper sur des approches qui soient culturellement sensibles, enfin des choses qui doivent faire sens pour les personnes, et que voilà un petit peu le travail. Donc super. Et donc, comment tu en es arrivé à la philosophie de la santé? Alors, je dirais qu'il y a un exercice qui consiste à développer un petit peu son esprit critique, et ça rentre dans le domaine de la philosophie.
j'en profite pour signaler que la philosophie peut avoir une interprétation peut-être différente. Je connais que la philosophie française issue d'un modèle relativement grec, et le terme philosophie, je crois qu'en anglais ou en américain, c'est déjà plus les principes. Donc il y a une petite différence sémantique. Donc j'en resterai à la proposition française qui est de faire travailler sa raison, de mettre sa pensée à l'exercice. Et du coup, ça permet plus simplement de dire de peut-être faire le tri dans aujourd'hui ce qu'on peut constater comme ce qui serait vraisemblable, ce qui serait un peu limite. Et cet exercice est un exercice avant tout personnel, qui est accessible à tout le monde, mais qui est connoté de ce que l'Occident ou la pédagogie du lycée a pu poser, c'est-à-dire que la philosophie fait tout de suite appeler à la notion de dissertation, thèse, antithèse, synthèse, avec des choses très cadrées, qui n'est pas exactement ce que peut être la richesse philosophique, qui est tout simplement d'exercer sa pensée. Donc, pourquoi la philosophie de la santé? Exercer sa pensée sur la notion de santé, sur la notion de corps, sur la notion de guérison, sur la notion de qu'est-ce que l'on fait quand on est un soignant, quand on est un professionnel. Donc, ça convoque l'éthique, ça convoque la responsabilité. Et donc, on peut y voir beaucoup d'applications qui des fois peuvent conduire, j'ose dire, à certains, je dirais, certaines caricatures qui vont vers peut-être la branche d'un développement qui va au-delà de ce que la philosophie propose, mais il y a une rigueur, il y a une méthodologie. Je ne vais pas dire il y a des méthodologies qui permettent vraiment d'être à l'aise avec sa pensée et d'être un peu moins brouillon dans des soupes d'idées où on mélange tout et au final il sort n'importe quoi. Donc c'est un exercice qui m'a paru intéressant. D'abord, je dirais pour moi, ce n'est pas égocentré, mais c'est pour moi dans le sens en titre individuel, pour pouvoir dialoguer avec le patient et comprendre ses représentations. Ça m'a permis d'entrer dans par exemple, des consultations, j'ai vu des consultations d'ethnopsychiatrie ou d'ethnomédecine, où je vous donne un modèle, vous rentrez et puis vous avez quelqu'un plutôt de la branche somatique, un rhumato, un algologue, puis quelqu'un de la branche plutôt psychique, un psychologue. Et vous voyez que dès l'organisation, on pourrait entretenir, comme tu l'as dit tout à l'heure, cette idée de dualité qui n'est pas une dualité, en fait, qui est une intégration totale corps-esprit, mais qui propose que le patient s'adresse à celui qui veut, et notamment dans la langue qu'il veut. Donc, il y avait des maladies développées et qui étaient intéressantes dans la description clinique. C'était par exemple, je me souviens très bien de quelqu'un qui disait j'ai mal à mes racines, quelqu'un qui a des douleurs d'être dans un pays dont il ne se sent pas l'hôte bienvenu. Et du coup, ça développait un peu ce que certains ont pu réduire à la somatisation, le psychosomatique, et qui est en fait un vécu différent qui intègre d'autres dimensions. Donc, ça m'a permis vraiment cette philosophie de la santé, de prendre conscience des différentes dimensions de la santé, et qu'une santé physique ou biologique ne suffisait pas. Des constantes biologiques peuvent être données où sur le papier on dit que la personne est en bonne santé, mais la personne est en mauvaise santé et ne se sent pas bien. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir un regard pluriel avec des personnes de différentes médecines et de différentes pratiques pour donner des consciences, des dimensions, tout en ayant cet esprit critique pour dire ça, c'est peut-être un petit peu exagéré, ça, je retiens. En gros, chacun est à même de retenir ce qu'il est capable de retenir au moment où il l'écoute, mais avec le temps, ça infuse et on peut y revenir. Donc, je pense que la philosophie de la santé et du soin devrait faire partie des humanités de chaque formation de soignant. Ce qui existe en modèle infirmier IFSI, ce qui existe un petit peu dans les humanités de première année dans le modèle de médecine, et qui des fois, en tout cas dans le modèle ostéopathique, était peut-être un peu trop, en tout cas dans mes débuts d'études en 95, centré sur philosophie de l'ostéopathie et pas philosophie de la santé. Je pense qu'on devrait d'abord développer cette notion de santé avant de se focaliser sur notre discipline. Merci Cyril. Donc, de ce que je comprends, la philosophie de la santé, ça fait référence à des cercles de discussion entre professionnels de différentes formations, en fait, Oui, de différentes professions, mais aussi, et peut-être surtout, à des applications cliniques
concrète auprès des patients. C'est-à-dire, de Oui, ce que j'ai compris, tu nous as parlé donc de ces différents concepts d'anthropologie médicale où on distingue oui, bien la maladie disease qui est ce qui est observé de façon objective par un opérateur extérieur, par le médecin, donc la maladie biologique, qui est caractéristique de la médecine occidentale biomédicale, qu'on va distinguer du concept anthropologique de médecine illness, qui est plus l'expérience subjective du patient sans forcément qu'il y ait de la biologie, des troubles biologiques qui soient observés. Et ça, c'est important de le savoir parce que c'est ce qu'on appelle des symptômes médicalement inexpliqués. C'est la moitié des consultations en rhumatologie. Donc, la oui, et moitié. puis des expériences très, je dirais, entendues aujourd'hui, du style, on avait pour la lutte contre la douleur chronique un outil qui était l'antalgie, qui consistait à faire coter la douleur de 1 à 10 ou de 1 à 100 selon les échelles et de mesurer qu'elle diminue avec la déclaration du sujet. Et on s'est aperçu aujourd'hui qu'il fallait considérer plutôt cette dimension du vécu, c'est-à-dire le sujet n'a pas moins mal, mais il vit mieux avec sa douleur. C'est-à-dire qu'il y a une intégration de cette douleur grâce à l'introduction d'une dimension expérientielle et vécue, bien que l'antalgique permet de réduire la douleur. Mais euh, voilà, c'est vraiment l'introduction d'autres dimensions qui sont personnalisées, puisque l'objet, vraiment, c'est le patient, enfin l'objet de réflexion, de travail, de soins, et le centrer sur le patient semble être une évidence. Eh bien, il fut une époque où ce n'était pas si évident que ça, hein. On était plutôt centré sur des données techniques, des résultats, et finalement, quand on entendait le patient dire oui, mais j'ai toujours mal, c'était délicat d'envisager sa prise en charge. On disait, bah, c'est de l'arthrose, c'est l'âge, c'est psychologique, c'est somatoforme. Non, je pense qu'aujourd'hui, y a une vraie réflexion. C'est certainement grâce à ce développement auprès du public d'une quête de sens, de nouvelles thérapies, de quête de guérison, en allant chercher ce que tout le monde connaît de nom, en tout cas des médecines traditionnelles comme l'acupuncture ou des pratiques d'hygiène comme le yoga, le qigong. Donc, le public est en demande, et les médecins et la médecine devant être centrés sur le patient, il y a un regard vers ce qu'attend le patient, qui fait bénéficier d'une réflexion beaucoup plus riche que le modèle strict biologique, hein. On est dans des biopsycho, environnementaux qui sont maintenant de plus en plus intégrés dans les structures. Je ne connais pas l'hôpital, mais je connais les structures d'algologie ou de support de soins sur des tableaux cliniques un peu difficiles comme la fibromyalgie, et il y a une intégration de l'art-thérapie, de différentes dimensions permettant de comprendre que c'est le sujet, le patient, qui peut convoquer le soin, qui peut faire demande, et il n'est pas juste sous la tutelle d'une réflexion unique, hein. Il y a des collèges de professionnels autour de ces revues de patients et qui ont vraiment bénéficié à un soin beaucoup plus complet. Super, donc là, donc tu nous as expliqué donc les principales définitions, un petit peu ton parcours personnel en tant que professionnel et puis en tant qu'en chargé de cours, en fait, comment aller te former pour mieux être plus légitime sur certains sujets. Tu nous as parlé aussi que c'était plus ou moins développé dans d'autres professions, en fait, ces réflexions sur comment, au final, améliorer la prise en charge des personnes et la prise en charge elle soit vraiment centrée sur les besoins spécifiques exprimés par la personne. Et en fait, ce qui m'intéresserait de savoir maintenant, et peut-être pour nos auditeurs un peu plus ostéopathes, c'est qu'il y a à Lyon, il y a eu un diplôme universitaire qui a été créé spécifiquement sur cette philosophie, hein, spécifiquement sur les pratiques ostéopathiques. Et je crois que tu as été un animateur, enfin, tu vas nous expliquer ça un petit peu plus Ouais. en détail. Donc, c'est-à-dire, en fait, comment, donc, tout ce que tu nous as expliqué, en fait, hein, comment est-ce que ça a pu s'intégrer dans le cadre d'une formation universitaire et un petit peu voilà l'expérience que tu as pu en retirer en tant qu'enseignant puis en tant que Mhm. professionnel. Alors, en quelques mots pour cadrer,
En 2013, l'Université catholique de Lyon, UCLI, avait une branche, un labo du CIE, Centre interdisciplinaire d'éthique, qui réfléchissait sur cette quête de sens, cette quête des nouvelles guérisons, et donc a organisé des tables rondes où différents praticiens venaient parler de leurs pratiques. Et j'ai été invité à parler d'ostéopathie avec David Darfeuille et Arthur Juvanon. Et de ces discussions sont nés un projet qui était de construire ce DU. Est-ce que apporter de la philosophie à des ostéopathes était intéressant, car ça semblait être une demande. Et donc, en 2014-2015 est né ce diplôme universitaire composé donc de grandes thématiques philosophiques, la philosophie de la santé, la philosophie de la nature, présentée par des enseignants philosophes de l'UCLI. Et puis, comme 2 jours de philosophie semblaient un peu denses pour des ostéopathes qui n'en ont jamais fait, il y avait une mise en pratique pensée par Arthur, qui a fait ça pendant 2 ans et auquel j'ai succédé quand il a dû aller vers d'autres orientations, notamment la psychanalyse. Et donc, c'est une mise en pratique de certains concepts philosophiques proposés. Clairement, le jeudi matin, on propose une présentation d'auteurs, l'éthique de Paul Ricoeur, et puis on essaye de voir l'après-midi comment on pourrait mettre cette éthique en pratique, et par exemple se dire que, je donne quelque chose de très concret, hein, l'éthique pourrait être pensée non pas comme le consentement écrit qu'on demande au patient qu'il a signé une bonne fois pour toutes, mais se demander si à chaque fois que l'ostéopathe le touche, si quand il pose la main, le toucher peut avoir une dimension éthique. Et donc notre travail était d'essayer de trouver toutes les éléments pratiques ou dimensions du quotidien d'un ostéopathe qui peut convoquer une philosophie. Et du coup, avec des lectures et des auteurs qui permettent de penser cette pratique, d'avoir un rapport plus juste envers sa pratique. Donc, je pense que sur les quelques années où je peux m'appuyer sur, disons, c'était des promos d'une dizaine, quinzaine, donc on va dire sur 80 ostéopathes de toute la France, de tout style d'ostéopathie, on a pu voir l'effet, c'est-à-dire de constater qu'après avoir réfléchi sur sa pratique, avec des auteurs philosophiques qui n'ont jamais été ostéopathes, hein, je parle de Ricoeur, je parle de Kant, d'Emmanuel Lévinas, eh bien, il y a un changement de considération, de pratique qui concerne à peu près tous les étudiants qui ont participé à ce DU. Là, il y a une question qui me vient, qui est peut-être un peu en décalage par rapport à ce que tu nous dis, ou en tout cas, c'est une question que nous, au sein de BMS Formation, on tient vraiment à avoir un cadre le plus laïque possible. Et dans quelle mesure le C de UCLI a a pu influencer de façon consciente ou inconsciente le choix des auteurs ou les lignes directrices ou une certaine forme de pensée, ou c'était complètement libre comme ça aurait pu l'être dans n'importe quelle autre université? Je pose la question Ah, parce que je suis jamais allé dans ce type oui. de centre. Alors, pour présenter l'Université catholique de Lyon, je dirais de cette université que c'est une des plus ouvertes que j'ai vues. Alors, je n'ai pas fait le tour de toutes les universités, mais ce n'est absolument pas centré sur une culture catholique. Et les étudiants ne sont pas admis uniquement sur leurs critères de chrétienté. Moi-même, étant enseignant salarié attaché, je ne suis pas baptisé. Ça ne me dérange pas de confesser mon athéisme positif et ça n'a posé aucun problème. Les auteurs philosophes, certains, je crois, sont proches d'une religion, mais je dirais 10%, hein, parce que la majorité des auteurs sont des auteurs classiques de la philosophie, je dirais d'Aristote à Platon, de quelques Saint-Augustin, auquel évidemment est plus proche du catholicisme, mais ce n'était pas du tout un prosélytisme. Et dès le début, le responsable du diplôme, Jean-Marie Guelette, insistait bien sur ce côté, vous êtes à l'université catholique, mais ça ne doit pas faire écran ni filtre
à l'exercice de la pensée qu'on va faire. Donc, je dirais qu'on oubliait vite ce cadre catholique et peut-être que sur une promo de 10-12, la moitié était je dirais, de confession chrétienne ou catholique, mais ce n'était pas du tout un prérequis. Donc, en tout cas, aucune gêne, très clairement, et la théologie était abordée avec sa dimension scientifique. Bien sûr, la théologie chrétienne et catholique, hein, il n'y avait pas de présentation des théologies d'autres religions, mais ça ne faisait absolument pas écran ni gêne à la pensée. Je pose la question parce que je crois que j'ai rencontré physiquement qu'une seule fois votre responsable, une réunion d'ostéopathes, et puis il y avait un confrère qui s'était levé pour faire un discours bien, comment dire, très pro-laïque, justement, sur le fait que euh, voilà, des personnes de foi n'avaient pas forcément leur mot à dire sur des problèmes de santé. Donc, c'était juste une question pour savoir. C'est un petit peu comme, voilà, comme quand on écrit un article scientifique, euh, on donne ses conflits Conflit d'intérêts. d'intérêt? Non, non, aucun conflit d'intérêt. Qui fait que la façon dont chaque personne structure sa pensée, elle va être influencée de façon consciente ou inconsciente en fonction des personnes et des gens avec qui on travaille, en fait. Donc, c'est simplement pour que voilà, donc si les choses étaient exprimées dès le départ, Les etc. choses étaient exprimées dès le départ et ce qu'il y avait de fort juste et clarifié, c'était le statut universitaire des enseignants, donc docteur en théologie, qui justement était évidemment légitime pour essayer de lire notamment les propos d'Andrew Taylor Still et d'y voir dans quel degré une spiritualité, une religion était présente ou pas dans les écrits, avec des liens avec certains psaumes, des paroles, où seule la culture théologique permet de les reconnaître. Moi, je n'étais pas capable de voir ça. Donc, non, non, c'était une approche vraiment scientifique, culturellement catholique à Lyon, mais parce que c'est une ville qui comporte cette dimension, mais ça n'a. Je ne vois aucune limite ni aucun conflit d'intérêt. Et si même moi-même ai pu être étonné de ma présence en non catholique, j'en ai jamais évidemment souffert, hein. Il n'y a pas de souci. Par contre, je n'étais pas convoqué forcément sur les questions de Dieu. OK. Et sur la description des autres culture, parce que si vous avez eu un rapport un peu, s'il y a eu des cours d'anthropologie médicale. Alors, Laurent Denisot, anthropologue, docteur en anthropologie, avait un cours sur la thématique de la douleur et il prenait exemple sur j'ai peur de dire des bêtises, sur la danse du soleil, une pratique rituelle sur plusieurs jours qui convoquait un système d'attache. C'est pas symbolique ce que je dis, enfin, il y en a certainement, mais je veux dire une expérience du corps par des attaches sur des cordages et puis des systèmes de fatigue corporelle pour peut-être sortir du corps. Et donc, là, on avait une approche, je dirais, anthropologique absolument culturelle, sans aucune religion, bien que certainement ces cultures aient une religion, mais on n'était pas centré là-dessus. C'était vraiment sur l'expérience du corps. Et puis d'autres approches étaient centrées sur l'anthropologie médicale pure, avec à Lyon une référence qui est François Laplantine, et puis aussi la convocation de l'anthropologie du corps, le rapport à la pudeur, la nudité, avec Qu'est-ce qu'un corps de David Le Breton. Donc, la plupart du temps, la référence était assez littéraire, c'est-à-dire qu'on prenait référence d'un livre et dire comment le lire, par quelle porte d'entrée, et donner des clés pour enrichir la pratique des étudiants qui doivent de toute façon, dans l'année, fournir un travail écrit, un mémoire, et qui est à chaque fois l'occasion d'élaborer une réflexion de soins qui convoquait l'ostéopathie et la philosophie, pour l'articuler. Super. Et qu'est-ce que tu en as retenu en fait de ces échanges à titre personnel et puis à titre professionnel? Est-ce que ça a changé ta façon de... Qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce que ça a changé en toi?
Alors, peut-être quelques anecdotes. Au début, le DU, on avait demandé que les postulants aient une certaine expérience, pensant qu'il fallait avoir du matériau ostéopathique pour penser l'ostéopathie. Et donc, on demandait 5 à 10 ans d'expérience, avec aussi un cursus qui soit relativement classique, ce qui veut dire dans des écoles qui étaient reconnues. Voilà. On voulait éviter les personnes un peu trop militantes, un peu trop euh, farfelues, peut-être, oserais-je dire, et rester sur quelque chose d'assez cadré pour être dans le domaine universitaire. Et puis, pour des raisons démographiques simples, à un moment, on a réfléchi sur l'ouverture à des personnes plus jeunes diplômés, et on s'est aperçu que les réflexions de jeunes diplômés étaient tout aussi pertinentes que des anciens diplômés, et que justement, l'hybridation, le mélange, on va dire, de jeunesse, de sagesse, donnait quelque chose de très fécond. Ça, c'est la première anecdote. La deuxième anecdote, c'est de voir des personnes pratiquer une ostéopathie que je ne connaissais pas du tout. Je suis ostéopathe du milieu plutôt sportif, issu du hockey sur glace, où toutes les ostéopathies, qu'elles soient viscérales, crâniennes et structurelles, ont leur place, mais il n'y a qu'une ostéopathie, et elle est quand même essentiellement manuelle, avec un toucher qui est direct. Et j'étais assez étonné de la pratique hands-off, de la pratique sans toucher, d'une pratique tissulaire, biodynamique qui m'interpellait. Et j'ai mis quelques années à comprendre un petit peu cette pratique au travers de ce DU. C'est-à-dire que personnellement, je ne consulte pas et ne suis pas dans ces méthodes, mais grâce à ces étudiants et grâce au travail de réflexion qu'on a fait sur ces pratiques, j'ai pu comprendre comment, en effet, ça pouvait faire partie de l'ostéopathie, alors qu'au début, de mon enseignement, j'étais un petit peu radical en disant, mais ça, c'est pas de l'ostéopathie, hein, si on touche pas, ostéopathie sans toucher, sans main, j'avais un petit peu de mal. Et j'ai toujours un peu de mal, mais en tout cas, ça m'a fait évoluer dans cette intégration d'une ostéopathie plurielle. Et enfin, la troisième anecdote, mon travail de réflexion de thèse cherchant à trouver un point commun entre les ostéopathes dans leur perception était qu'il n'y en a pas, et qu'il ne faut pas chercher à trouver du commun là où il n'y a pas de commun. Le commun, c'est que chacun fait comme il veut et comme il peut, et que c'est contextuel, que c'est contingent, c'est-à-dire que ça peut changer, et que la recherche de convergence et de points communs est une illusion perdue. Donc, ça a un peu changé ma Alors, ça serait le façon thème de penser. d'un autre podcast sur le fait Eh de... bien, Voilà, parce que à programmer. voilà, si on veut intégrer l'ostéopathie dans une profession de santé, il y a, dans notre contexte actuel, dans notre environnement actuel, il y a des choses qui sont attendues de nous et avec des outils principalement biomédicaux qui peuvent être agrémentés d'outils qualitatif hein, pour essayer justement de combiner ces concepts de maladie disease avec maladie illness. Et c'est ça, les approches justement centrées sur la personne, les approches biopsychosociales, c'est mettre en avant justement tous ces effets contextuels. Donc, c'est pas Mais il y forcément a, à opposer, mais il y a il y a des je crois, ce qu'il faut, méthodologies spécifiques qui existent. tu as tout à fait raison, mais ce que je voulais rajouter, c'est que ce DU n'a pas été qu'une théorisation. Et comment il pourrait se résumer peut-être en quelques mots, c'est qu'on on a appris, allez, j'ai la prétention de dire qu'on a appris aux ostéopathes à écrire l'ostéopathie, à parler d'une ostéopathie de façon plus juste, avec des mots plus justes, en utilisant des concepts et une sémantique plus appropriée. Et ça, je crois que c'est un devoir et une mission de tout soignant envers son patient, envers ses collaborateurs, envers les autres collègues, et que ça fait partie des choses pour lesquelles le DU de philosophie de l'ostéopathie a apporté une première pierre, c'est-à-dire de savoir parler, de savoir expliquer, et de ne pas se cantonner à nos terminologies jargonneuses de on travaille un tibia, bon, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Toujours cette idée de qu'est-ce que ça veut dire, d'épistémologie, c'est-à-dire de travail de sens. Comment on sait ce qu'on sait, quels mots on emploie, dans la visée d'une justesse qui est asymptotique, avec une sorte d'authenticité, c'est-à-dire qu'on vise un projet de, de clarifier en utilisant le mot précis et le bon mot, et pas de jeu de mots.
Alors là, je vais te faire une blague du Missouri. Tu vas peut-être pas Allez. comprendre, se dire You need to show me. Tu dois me Ouais. le montrer. En fait, Ok. le Missouri, on appelle ça le show me state. Donc, c'était une blague là-bas. C'est-à-dire que, voilà, tu dois me montrer, en fait. C'est-à-dire, par rapport à ce que tu dis, est-ce qu'il y a des preuves tangibles, des publications indexées qui résultent de ce travail qui a été fait, puisque tu parles de sémantique, de choix de mots. Est-ce qu'il y a des études qualitatives qui ont été faites, par exemple, pour regarder est-ce qu'il y a des mots qui ressortent plus que d'autres? Est-ce qu'il y a eu des réunions de consensus? Alors, Des études Delphi? c'est ça, c'est ce que je Ce type de, pensais. de travail qui est attendu de nous quand on utilise les termes que tu utilises, en fait. Tout à fait. Alors, clairement, non. Ce sont des étapes qui vont venir. Il y a eu une publication d'ouvrage qui est un recueil des extraits de meilleure mémoire retravaillés en articles, dirigé par Laurent Denisot, qui abordait un peu la philosophie de l'ostéopathie, mais il n'y a pas eu de conférence avec des méthodologies très claires, comme des groupes de réflexion ou des groupes de consensus, Delphi et toutes ces méthodologies. Non. Par contre, je vais dire je, et non pas nous, dispose d'entretiens et de données euh, issues de ces temps d'échange qui seront l'objet de publications, là, sur le coup, beaucoup plus orientées articles. Ma cible était plutôt ethnographie ou des revues de sociologie pratique, mais on n'a pas d'enregistrement ou de réunion pouvant servir de référence. Et là, est-ce que c'est je dirais, spécifique à la branche du DU de l'ostéopathie, à l'UCLI, ou est-ce que c'est l'UCLI qui fonctionne comme ça de façon générale? C'est-à-dire que ce n'est pas forcément dans la volonté de l'université d'avoir à publier un certain nombre d'articles pour Alors, justifier son travail. Moi, en tout cas, non, c'est aux oui, États-Unis, en oui. Angleterre, c'est le système universitaire que je connais, Non, en non, fait. mais C'est-à-dire on est dans le même système. Sur le plan universitaire, on est sur publish ou perish, c'est-à-dire que l'activité de recherche est évaluée c'est par le publish nombre de or publications. perish. Parce que qui C'est sait une blague lyonnaise. une blague lyonnaise. Ok. Ça va. Donc, il y a une activité de publication dans des revues indexées des sciences humaines. Dans le cadre du CIE et de l'hébergement du DU, ce n'était pas l'objectif, mais c'est spécifique au DU. Donc, ce n'est pas par rapport à l'université. Maintenant, le DU étant la dernière session cette année, on a un travail peut-être de recul et de certaines données qu'on pourra utiliser, vu que les étudiants se sont montés en association pour justement poursuivre un petit peu ce DU au-delà de l'hébergement de l'université et de continuer à créer des groupes qui ont pu donner quelques applications comme des groupes de supervision de l'ostéopathie, supervision clinique, supervision de la pratique, et puis des groupes de lecture qui vont conduire à des articles je dirais qu'il faut se donner encore peut-être 2 ans, mais je pense que sur 2025, la culture de l'article en sciences humaines, euh, parlant de l'ostéopathie avec de la méthodologie universitaire que l'on a apprise à ses étudiants, va diffuser et va être opérationnelle. Donc, les 80 ou 90 ne vont pas publier, mais une bonne dizaine se fédèrent autour de ces projets et nous serons là pour être aidants et moteurs dans ces projets, quoi. Oui, c'est un Super. but, en tout cas, c'est une visée. C'est tout le mal que je vous souhaite. Écoute, on arrive au terme de cet entretien. Donc, en tout cas, moi, merci beaucoup parce que ça m'a permis de clarifier beaucoup de choses. Et ce que je retiens principalement, en fait, c'est que, effectivement, sous un terme philosophie qui est assez, un petit peu voilà, comme le brouillard qu'il y a derrière toi, pour moi, j'ai vu que c'était relié à beaucoup d'applications cliniques qui permettent de mieux comprendre justement comment le patient perçoit son corps, perçoit sa santé. Et on est en Oui. plein effectivement et ça c'est complètement façonné par voilà notre environnement socioculturel, par l'éducation. Et voilà, en tout cas moi Ouais. c'est ce C'est que ça, j'ai avec la vraie compris. dimension, comme à l'époque encyclopédique d'un Diderot, c'est de dire donnons accès à la philosophie. La philosophie n'est pas réservée à une élite de pensée, elle est populaire, donc hâtons-nous de faire de la philosophie qu'elle soit populaire.
c'est vraiment quelque chose qui est une volonté de rendre accessible des textes. Au début, quand on a une première lecture d'un Husserl, d'un Hegel, on se dit mais c'est pas possible, je n'y arrive pas, je suis bête. Non, en fait, c'est qu'il y a des clés de lecture, il y a un temps, et ce DU donnait le goût et l'accès qui fait que les gens vont y revenir et rendre tout à fait accessible et opérationnel. Donc, ce n'est pas une théorisation, ce n'est pas une théorie de la théorie, c'est vraiment concret et l'application pratique est vraiment manifeste. Super, merci beaucoup. Pour conclure, est-ce que tu aurais quelque chose à partager avec nous? À partager, c'est cette appréciation de ce que tous ceux qui pensent la santé en général font, c'est-à-dire de considérer que ce qu'ils croyaient comme acquis ne l'est pas forcément, d'accepter de sortir de principes qui ont des allures de dogme parfois et de dire peut-être que je me suis trompé. Et cette ouverture nous fait tendre les mains les uns vers les autres. Cette solidarité de pensée fait que il y a une réflexion qui va vers la qualité du soin. Et je suis persuadé que le grand gagnant, si on peut dire tout ça, c'est le patient, ce qui est notre but, notre visée commune. Donc, pensons ensemble et voilà, je crois que moi, j'ai su avoir des attitudes assez radicales, assez tranchées par méconnaissance, et que plus on apprend, plus on lit, plus on s'aperçoit que c'est pas si hermétique que ça. Donc, ouais, il y a un souhait de partage décloisonné, il y a un souhait de partage dépersonnalisé, sans aucun conflit. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup et je te Merci à souhaite toi. plein de succès pour la suite de tes aventures, que ce soit dans ce domaine ou dans bien d'autres. Merci Cyril et Merci Raphaël. au revoir. Salut. Thanks for listening to the BMS podcast. We hope you've enjoyed our chat today. BMS Formation is working to bring more compassion and tolerance between people holding different worldviews in healthcare and beyond. Share it if you like it, and see you soon.